Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Abou-Dakar. Alors là, c'était le bonbon. Nous sommes en guerre. C'est vrai, on se dit toujours ça. L'appel de Macron en 2021, nous sommes en guerre. Est-ce vraiment la guerre ? Certains parlent de guerre civile, d'autres de guérilla urbaine. Il n'empêche, ce qui s'est passé à Crépol et puis à Romans-sur-Isère interroge, et plus que ça, on ne parle simplement que de cela, mais on oublie ce qui se passe avec les agriculteurs. On en parlera demain ici dans cette émission des agriculteurs, et c'est aussi important. Voilà, l'affrontement, l'archipélisation, la France coupée en 2, en 3, en 10. On va en parler, puis on va parler aussi, et on va en parler avec notamment Laurent Oberton, et puis on va vous faire entendre des sonores qui disent très 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 bien la coupure, la fracture qui est là. Et puis nous allons parler de l'Europe. Oui, 3 députés européens ont interpellé l'agence européenne du médicament, et c'est très intéressant parce que ça y est, les choses sont dites, sont mises sur la table, et elles vont faire beaucoup de bruit. Et puis on va parler effectivement de certaines manifestations féministes où il y a certains propos acceptés et d'autres qui ne sont pas acceptés. Toujours cette fracture. On est d'un bon camp ou du mauvais camp. On est de la bonne victime ou de la mauvaise victime. Hallucinant ça. Comme s'il y avait effectivement victimes bonnes et victimes qui ne vont pas, qui ne sont pas dans le sens de l'histoire. Et enfin, nous allons recevoir Jean-Philippe de Garat, qui a été juge correctionnel et qui va nous parler d'un procès qui s'ouvre demain, le procès de Monique Olivier, la compagne de Fourniret, du fameux tueur en série Jean-Marc Fourniret, à propos d'Estelle Mouzin. Il a suivi la chose, il la connaît, et on va en parler longuement, mais très très précisément. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Crépol, samedi dernier. Romans-sur-Isère, ce week-end. Qu'est-ce qui se passe dans cette France coupée en 2, en 3 ou en 10, où les mots n'ont plus le même sens et les sens n'ont plus le même mot? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne pense pas que Johnny Hallyday, en chantant Allumer le feu, pensait à ce qui se passait là. Et pourtant, le feu est allumé. Espérons qu'il va s'éteindre et qu'on l'éteindra assez vite avant que ça dégénère, avant que l'incendie gagne la plaine. Parce que, Thomas, 16 ans, à Crépol, est mort de plusieurs coups de couteau, plusieurs blessés. On va pas revenir, vous connaissez l'histoire, un village de 500 habitants, une petite fête, des gens viennent et puis certains sont éconduits et puis reviennent alors à 10, à 15 avec des couteaux. C'est intéressant d'ailleurs parce que on peut penser ce qu'on veut, mais c'est intéressant parce que leur avocat disait oui, il voulait participer à la fête, c'était rien, mais est-ce qu'on vient à la fête avec des couteaux de 20 cm? Quand même un peu bizarre. Et puis, on a entendu beaucoup de choses, à ce moment-là. Je voudrais quand même les rappeler, et il y a eu notamment, dans une radio, un père qui a témoigné, de ce qui s'est passé avec sa femme et avec sa fille. Et du coup, ma femme, en les croisant, en arrivant au bal, ils l'ont croisée. Elle a pris un coup de poing dans la figure. Ils lui ont dit « prends ça dans ta gueule ». Donc c'est vraiment qu'un détail gratuit. Et ma gamine, elle parle d'un sang-froid. Elle a été répétée quand même aux gendarmes, elle ne nous l'avait même pas dit. Elle a tenu à la gendarmerie à rajouter un mot, elle l'a entendu. On est venu pour tuer du céfran, pardon. Elle a entendu ? Oui. Elle a entendu ? Elle a entendu, on est venu tuer du céfran, du machin, mais qu'est-ce que c'est ? On est venu tuer du céfran. Et
On avait parlé la semaine dernière, il y a plusieurs témoins qui ont été là, qui ont répété, effectivement, on est venu tuer du français. Alors, première chose intéressante, est-ce que c'est Alors les mots d'abord, le formidable trafic des mots. Alors certains disent, attendez, c'est quand même une tuerie, d'autres disent non, c'est un risque. Puis certains disent, c'est un drame. Non, c'est un fait divers, répliquent les autres. Vous voyez déjà ce qui se passe. Et par exemple, tuer du français, tuer du CFRAN, voilà ce qu'a dit ce père de famille. Et les témoins de la fête ont répété la même chose. Et voici ce qu'a dit le procureur de la République après l'agression, donc juste après Crépol, je répète. Tous les individus extérieurs à Crépol sont décrits comme portant des coups, certains des coups de couteau, des cris et des insultes sont entendus. 9 témoins sur les 104 auditionnés entendent des propos hostiles aux Blancs, a rapporté le procureur, qui ajoute, l'enquête ne permet pas à ce stade d'affirmer que les victimes ont pu être visées en raison de leur appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, a précisé monsieur de Kenny, le procureur de la République. Donc, si je comprends bien, si on dit mort aux CFRAN, mort aux Français, bande de blancs, sales blancs, etc., non, peut pas affirmer que c'est du racisme. D'ailleurs, comme dit certains antiracistes, entre guillemets, de profession, de vocation, antiracistes, je dis bien entre des grands guillemets, non, ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Évidemment, mais voyons, ça n'existe pas. Et puis, il y a eu une expédition, une manifestation de personnes. Le week-end dernier, à Romans-sur-Isère, ils sont arrivés et effectivement là, la police était là. Alors là aussi, même chose. Certains parlent de patriotes et d'autres parlent d'ultra-droite. Alors, manifestation d'ultra-droite, manifestation de patriotes. Chacun jugera, chacun en fonction peut-être soit de son idéologie, mais j'espère en fonction du réel. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'à Crépol, et il y avait un certain nombre qui s'étaient enfermés dans une salle un salon de la fête, et pendant des heures, ils ont attendu la gendarmerie. Tandis que là, quand sont arrivés les 80 qui voulaient manifester à Romans-sur-Isère par rapport aux gens qui étaient venus casser et peut-être tuer en tout cas, eh bien là les gendarmes étaient là de pied ferme, les CRS étaient là de pied ferme, on les a arrêtés très bien et voici ce qu'a dit donc hier le préfet de la Drôme, qui avait décidé évidemment d'arrêter cette manifestation dite de l'ultra-droite. Écoutez le préfet. Hier soir, il y a eu un rassemblement d'une petite centaine de personnes qui ont cherché à pénétrer de force en intimidant dans le quartier de la Monnaie. Les forces de l'ordre ont réagi avec efficacité, appuyées par la police nationale et avec le soutien de la police municipale que je souligne parce qu'il y avait aussi la surveillance des caméras vidéo. Cette donc tentative de rentrer dans le quartier de la Monnaie a été repoussée. Il y a eu une vingtaine d'interpellations, dont 17 gardes à vue. Ces interpellations nous ont permis de calmer le jeu et de faire en sorte que le calme revienne dans le quartier pendant la nuit. Je me permets de condamner encore une fois avec une grande force cet excès de violence qui n'est pas justifié. Il y a eu un drame épouvantable il y a quelques jours dans un village aux alentours de Romans. Mais ce ne peut pas expliquer, ou en tout cas valider, cette volonté d'en découdre qu'il y a eu hier soir. Très bien, monsieur le préfet, très bien. Le calme, voilà, vous dites que effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a eu un drame épouvantable à Crépol que ça justifie la violence. Mais apparemment, et heureusement, il n'y a pas eu la même violence parmi les manifestants à Romans-sur-Isère qu'à Crépol. Apparemment, il n'avait pas de couteau de 20 cm et heureusement, personne n'a été blessé, personne n'est mort. C'est peut-être grâce au fait à la présence des gendarmes, mais à ce moment-là, il faudrait bien que les gendarmes soient un peu partout, notamment quand il y a une fête dans un village de 500 habitants et que la fête puisse se passer. Alors, on ne va pas généraliser, heureusement. Toutes les fêtes ne se passent pas comme ça, loin de là. Mais en revanche, il y a la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Thérèse Toraval, qui a réagi.
Et elle a réagi, et je vais vous dire ce qu'elle dit, au moins, elle a remis, je dirais, l'église au milieu du village, et elle montrait que on ne peut pas parler de tout cela sans parler des problèmes qui sont là depuis des années et des années et des années. Et elle a surtout parlé de ces subventions, justement, notamment dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont sont venus les assaillants de la salle des fêtes de Crépol. Écoutez la maire de Romans-sur-Isère. Donc pour ma part, je rejoins les propos de monsieur le préfet, à savoir que je ne peux pas cautionner quelque forme de violence, quelle qu'elle soit d'un côté ou qu'elle soit de l'autre. Pour autant, moi j'en appelle à l'État pour qu'on se mette autour de la table, parce qu'aujourd'hui, les jours d'avant ne seront pas comme les jours d'après. Et l'après Thomas, il doit susciter une prise de conscience, si elle n'était pas suffisamment effective, de se mettre autour de la table et de travailler autrement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens de mis, il y a eu des moyens de mis. Si vous regardez ce quartier, c'est un petit peu plus de 150 millions d'euros qui ont été injectés depuis 2014. Force est de constater que par rapport à la situation qui est celle de ces quartiers, qui est vraie sur Romans, mais qui est vraie dans un nombre extrêmement important de villes au niveau national, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponse. Le Premier ministre a parlé d'ensauvagement, j'ai bien entendu le terme, donc à l'ensauvagement, eh bien il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Un niveau de délinquance aussi dont on retrouve les racines dans la radicalisation, ça c'est un fait, que l'on retrouve aussi dans le trafic de drogue et que l'on retrouve aussi dans une forme de montée en puissance de l'indélinquance, mais aussi de la violence avec des individus pour lesquels, si on applique des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du ministre de l'Intérieur, sauvages, eh bien, il faut d'autres méthodes. Voilà. La maire, excusez-moi, c'est pas Marie-Thérèse, c'est Marie-Hélène Toraval, elle a dit, voilà, drogue, radicalisation, violence, impunité, etc. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer, et ce n'est pas en disant le calme est revenu, et il n'y a aucun problème, circuler, rien à voir, qu'on réglera, on le sait, on l'a dit ici et ailleurs, 10 000 fois le problème. Voilà, les choses sont posées, le problème est posé, et on a demandé à quelqu'un qui a écrit, un écrivain, un essayiste, qui a écrit très récemment des bouquins sur la guerre, la guérilla. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Alors, je n'aurais pas reparlé de la France en jeu mécanique, c'est devenu presque une espèce d'expression, hélas, tristement proverbiale. Alors, Laurent Berton, vous avez écouté ce qui s'est dit, et vous avez suivi évidemment l'affaire de Crépol et Romans-sur-Isère. Vous avez écouté les différentes interventions là qu'on a essayé de résumer ici. Les mots, patriote, ultra-droite, rix, fait divers, non, massacre. Qu'est-ce qu'on peut en tirer encore une fois, mais est-ce que vraiment la tension est aujourd'hui à un niveau déjà supérieur à celle qu'elle était ? Oui, c'est certain. Statistiquement, on peut le montrer. Si vous prenez l'indicateur le plus significatif de cette insécurité, à savoir les violences aux personnes, les coups et blessures volontaires. Oui. Donc les violences qu'on dit gratuites, non crapuleuses. Mmh. Si on prend les 30 dernières années, elles se sont multipliées par 6. Plus 500%. Donc là, je parle que des plaintes déposées. Ça veut dire qu'en 1992, sous François Mitterrand, vous aviez 150 plaintes par jour. Et là, aujourd'hui, en 2022, sous Darmanin, Macron, Dupond-Moretti, on a atteint ce record absolu de quasiment 1 millier de plaintes par jour pour coups et blessures. 1 millier de plaintes par jour. Ouais. Voilà. Et encore une fois, uniquement les plaintes déposées qui ne représentent qu'une petite parcelle de cet ensauvagement. Ouais. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on va avoir deux courants. On va avoir celui de Madame le maire qui a des yeux pour voir et qui voit bien que la justice ne sait pas du tout adapter sa réponse à ces formes nouvelles de criminalité.
Et de l'autre côté, on a le déni judiciaire et largement médiatique, à savoir c'était pas vraiment du racisme anti-blanc et on sait pas, il faut encore plus de moyens, il faut encore 150 millions d'euros pour rénover le quartier. Ça fait des décennies qu'on fait ça en pure perte. À un moment, il faut réellement s'attaquer à cette forme de criminalité. Et il va falloir appliquer la loi, il va falloir prendre des mesures drastiques contre cette immigration de quantité et simplement commencer par ouvrir les yeux, nommer les choses. Et ça ira beaucoup mieux. Parce qu'on peut plus se contenter des hommages. J'ai entendu Olivier Véran qui rendait hommage, mais il y a des curés pour faire ça. Le seul hommage aujourd'hui que le gouvernement pourrait rendre digne à Thomas serait que sa mort ne serve pas à rien, parce que moi, ça fait des années que je vois des gens mourir, martyrs du vivre ensemble, et de l'aveuglement de nos élites. Et à un moment, ça suffit. Il faut arrêter d'empiler ces victimes, il faut arrêter que le sang coule, il faut trouver des moyens. Cet État doit prouver qu'il doit justifier son existence. Et il est là pour assurer notre sécurité, pour faire respecter nos frontières. Et pour l'instant, il est en faillite. Donc ça m'étonne pas du tout. Malheureusement, ça fait longtemps que je le dis aussi, qu'il y ait des réactions, qu'on ait des gens qui descendent et qui manifestent, qu'on ait des milices citoyennes qui commencent à pointer le bout de leur nez, parce que l'État est en faillite. Ouais. Alors l'État est en faillite. On va rester avec nous, Laurent Berton. On va parler de cet État en faillite et de ce qu'on peut faire. Rapidement, juste après cette petite pause, on se retrouve avec Laurent Berton pour parler de ce qui est fondamental aujourd'hui, ce qui peut se passer dans des villes comme des villages et comme Crépol et des villes comme Romans-sur-Isère. Patriote ou ultra-droite? Rix ou massacre? De quel côté? Encore une fois, les mots comptent. Laurent Berton, alors, je vous ai entendu là, ce que vous disiez, mais on a l'impression qu'on a déjà entendu ça depuis des années. Vous-même, d'ailleurs, vous l'avez dit et répété depuis des années. L'État faillite, encore une fois, les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de quelque côté qu'ils soient, ils le savent aussi. C'est quoi, alors, ce qu'on peut dire? C'est quoi? Négligence, lâcheté, ignorance, on ne veut pas voir, électoralisme, etc. Et surtout, Laurent Berton, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'il y a une lâcheté qui est immense. On a préféré criminaliser le lanceur d'alerte, celui qui disait la réalité, le porteur de mauvaises nouvelles, plutôt que le criminel lui-même. Et ça fait des décennies qu'on nous dit c'est social, c'est la pauvreté, c'est je sais pas quoi, le déclassement, c'est systémique. L'antiracisme a trouvé des excuses à l'infini aux fauteurs de troubles. Et à criminaliser encore une fois ceux qui disaient simplement les faits. Ouais. Donc évidemment, il faut commencer par là, il faut dire ça suffit. Maintenant, on regarde les choses en face, on n'a plus peur de la réalité, on la met sur la table, on sort les chiffres, les statistiques, et on verra que le racisme en France aujourd'hui, il vient statistiquement quasiment toujours du même endroit et est dirigé contre les mêmes personnes. Laurent Berton, justement, juste un mot, la maire en parlait, 150 millions d'euros en 10 ans pour le seul quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Alors, si on déplace, il y a des milliards d'euros qui ont été dépensés et on se demande, je dis pas que c'est pour rien, bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont été améliorées, mais quand même. C'est-à-dire qu'en France, on a cette croyance sociale que il suffit d'arroser, il suffit de déverser des tapis d'argent public pour résoudre absolument tous les problèmes et pour que les jeunes qui se promènent avec leur couteau du jour au lendemain deviennent des agrégés de lettres fanatiques de Victor Hugo. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait pas devenir n'importe qui, n'importe quoi. Et bien au contraire, à force d'avoir cette foi fanatique en cette immigration de quantité, en pensant que c'est une richesse et une chance, etc. On a nié complètement les problèmes que ça apportait, bien plus que les solutions que ça portait, et on se retrouve avec une situation qui est complètement hors de contrôle. Et là, le gouvernement, encore une fois, est dans une posture il est pétrifié. Ouais. Il va communiquer au maximum. Il va tout faire pour éviter que les poudres prennent. Mais
on a l'impression qu'il ne peut faire que ça. Il est pétrifié, il est dans l'attente et il espère simplement que ça va tenir. Mais ça va pas tenir s'il fait rien. Oui, c'est ça. Alors, c'est justement, c'était ma dernière question, Laurent Berton. Est-ce que cette pétrification, est-ce que ça va pas susciter, et on le voit un peu déjà, et personne ne le souhaite quand même, mais ça va pas susciter des réactions d'autodéfense, ou je ne sais pas, des réactions, effectivement, chez des gens qui disent, mais on n'en peut plus, ça peut pas continuer comme ça. Ah oui, si on constate que l'État, par son incapacité à assurer notre sécurité, il assure notre insécurité, les Français, se sentant mis en danger, vont prendre des dispositions et ils n'en peuvent plus de cette situation. Je dis pas qu'ils vont le faire bien et que c'est une bonne chose. Je suis pas chef de parti ou gourou, je sais pas quoi. Ouais, mais je comprends qu'on en arrive là et on a absolument tout fait pour en arriver là. Ça fait des années que les bonnes intentions de ceux qui nous gouvernent pavent notre enfer en quelque sorte. Et maintenant qu'il est là et que la seule formation de ces messieurs consiste à communiquer, à faire des phrases, eh bien, on est fort dépourvu. Parce que effectivement, ce sont des décisions qui sont devant nous, qui sont très difficiles à prendre et qui nécessiteraient du courage politique. Et ça fait bien longtemps que cette chose-là a disparu. Sauf chez certains maires ou certaines maires, comme on a entendu la maire de Romans-sur-Isère. Au moins, elle nomme les choses. Ce qui est absolument. Ouais. Et ce courage doit être souligné parce qu'elle l'a dans les yeux, elle a les mains dedans en quelque sorte, et elle doit faire face à ça tous les jours. Et cette lâcheté, malheureusement, fait des victimes. Et oui, merci Laurent Berton. Nous allons continuer à parler de tout cela, bien sûr, mais là maintenant, nous allons... Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mélodie, Beethoven, l'Annuum Symphonie, l'hymne à la joie, l'hymne européen, bien sûr. Et qui est en train de psalmodier comme ça? Vous avez entendu un bruit d'eau parce qu'elle est en train de se laver les mains, la poncette pile la tête? Eh bien, c'est personne d'autre que Ursula von der Leyen. Mais alors, il se passe des choses en ce moment à l'agence européenne, et il se passe des choses au Parlement européen. Et oui, ça arrive. Il y a un certain nombre de députés, dont Marcel de Graaf, qui ont adressé des lettres, effectivement, dès le 18 octobre, à European Medicine Agency, c'est-à-dire, c'est l'agence européenne du médicament. Et l'Agence européenne du médicament leur a répondu. C'est intéressant. Elle a répondu d'ailleurs en octobre, et le 21 novembre, ils en ont parlé dans l'enceinte du Parlement européen. Alors, il y a eu qui a demandé. Alors, il a répondu à madame et messieurs les députés Marcel de Graaf, Gilbert Collat, Francesca Donato, Joachim Cus, Miroslav Kolakujic, Virginie Geron, Ivan Vili-Borsingis et Bernard Zimniok. Voilà. Et Virginie Geron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, juste un mot, j'ai retenu 2 ou 3 phrases, mais de quoi il s'agit? Alors, vous avez raison, dit l'Agence européenne du médicament, donc aux députés, dont vous, qui les avez interpellés. Vous avez raison de souligner que les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour le traitement des maladies infectieuses. Alors déjà ça c'est quand même hallucinant. Ouais. C'est-à-dire, les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour le traitement des maladies infectieuses. Alors pourquoi elles ont été autorisées? Premièrement. Deuxièmement, la prévention de la transmission d'une personne à l'autre. Les indications concernent la protection uniquement sur les personnes vaccinées. Voilà. Information sur le produit des vaccins. Les vaccins sont destinés à une utilisation active, mais ajoute, je rappelle, l'Agence européenne du médicament, les rapports d'évaluation sur l'autorisation des vaccins du médicament se confesse, fait son mea culpa ou quoi? Pas du tout, hein. Je crois qu'au contraire, elle balaye d'un revers de la main toutes nos critiques, puisque depuis le début de cette campagne de vaccination qui a été autorisée par la Commission, et surtout l'Agence du médicament européen, enfin je rappelle, c'est une agence de la Commission. Oui. Son budget, 87% est financé par les laboratoires privés. Et en fait, il faut recouper ces informations avec le rapport initial de la Cour des comptes. Un document très intéressant, d'ailleurs c'est sur cette base-là que nous avons fait cette lettre
à l'EMA, parce que rappelez-vous, j'étais membre de cette commission Covid. Oui. Pendant 1 an et demi, on a posé des questions. Il y a eu une audition avec d'ailleurs Emer Cook, qui est la directrice de l'Agence du médicament. Et vous rappelez-vous, il y a une vidéo hallucinante où en fait elle se cache parce qu'elle veut pas répondre à nos questions. Oui. Donc là, on a considéré que suite à ce rapport, suite aussi au fait, donc il y a des rapports mensuels qui dénoncent et qui relatent des effets secondaires suite à ces nouvelles campagnes de vaccination. Et donc, on a considéré qu'il était urgent d'interpeller l'Agence du médicament, puisque c'est elle qui a donné l'autorisation à ces vaccins et de continuer à pouvoir poursuivre cette vaccination. On le sait, aujourd'hui, on est à la 5e dose ici en France et aussi au niveau des États européens. Oui. Donc, du coup, on a posé cette question avec différents députés et la réponse, effectivement, c'est pas un mea culpa en fait, puisque enfin, ils reconnaissent un certain nombre de choses quand même qu'ils ne reconnaissaient pas. Oui. Tout à fait. Alors, ils l'avaient plus ou moins reconnu lors des différentes auditions, notamment avec Pfizer, quand Jenny Small avait dit qu'ils n'avaient pas étudié la vaccination par rapport à la notion de transmission ou pas, et ça remettait en question effectivement la validité du pass sanitaire, je rappelle, qui était passé en passe vaccinal. Et rappelez-vous qu'en France, c'était Bruno Le Maire qui avait dit que ça permettait effectivement l'empêchement de la contamination. Donc effectivement, c'est un aveu d'un côté, donc c'est très bien, on va s'en servir pour continuer à poser d'autres questions, parce que nous, notre demande, c'est la suspension de l'autorisation de la mise sur le marché de ces vaccins, parce que c'est quand même ça l'objectif, puisque c'est eux qui ont pris cette responsabilité dans un état d'urgence, puisque c'était au tout début de la crise, et que même eux considéraient que dans ce contexte de crise, il fallait faire vite, et ils avaient donné cette autorisation. Et c'est très important de rappeler que normalement, pour un vaccin, c'est entre 10 et 15 ans, avec toutes les études, des essais cliniques. Là, ça a été sorti en moins de 9 mois. Et donc, au vu de ces éléments, on a demandé effectivement quelles étaient les indications autorisées. Donc, on a ce premier aveu qui est très important parce que ça va pouvoir nous permettre de remettre en question les mesures de certains États et notamment la France qui se sont servis de cette, on va dire, de cette information erronée en poussant les gens à se faire vacciner. Rappelez-vous, autour de Noël, on disait aux parents de vacciner leurs enfants pour protéger les grands-parents. Oui, donc absolument. Ça, c'est un premier élément très important. Il y a même eu des vidéos tout à fait hallucinantes là-dessus. Oui, tout à fait. Rappelez-vous ces campagnes publicitaires autour de Noël où on voyait effectivement un couple dans la cuisine et l'autre auprès du sapin Noël. Et la petite fille qui allait embrasser sa grand-mère, elle se retrouvait intubée. Ouais. Exactement. Donc c'est triste et en même temps on l'a quand même vécu et donc ça remet en question cette politique, ces mesures sanitaires de certains États, dont la France. D'autres éléments sont importants dans cette lettre et notamment autour de la sécurité du vaccin. Il s'appuie encore aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, il y a donc la 5e dose qui est dans les tuyaux, j'ai envie de dire, même si je regarde les chiffres qui sont quand même intéressants en termes de taux de vaccination, on est à moins de 3% au niveau européen. Donc ça, c'est des chiffres de l'ECDC. Moins de 3%. Donc là, donc c'est un échec total de cette stratégie vaccinale avec la 5e dose. Pour rappel, la 4e dose, on était à moins de 15% au niveau de l'Union européenne. Et donc en fait, ça remet en question cette stratégie vaccinale, notamment où on voit effectivement qu'il y a certains gouvernements qui poussent encore à cette 5e dose. Et donc, on a posé cette question en termes d'efficacité. Mais alors, nous répondent. Oui, Virginie Geron, juste, pardon. Pourquoi c'est les 3 députés européens qui comme vous, étaient cette intervention du 21 novembre était surtout pourquoi? Enfin, c'était. Alors, c'était une conférence de presse pour expliquer un petit peu la réponse de l'EMA. Comme c'est Marcel Degrave qui avait initié cette demande, eh bien c'était lui qui pilotait cette demande. Moi, j'ai pas pu intervenir parce que j'étais sur une autre intervention au sein du Parlement parce que c'était durant la plénière. Donc, qu'est-ce qu'on fait c'est intéressant de voir que c'est transpartisan, c'est avec différents députés d'États différents, et donc c'est important. Et comme vous voyez depuis le début, il y a des Français qui travaillent avec, là c'est les Croates, là c'est un Hollandais, et donc cette conférence permettait un petit peu de diffuser cette information auprès des médias pour pouvoir ensuite en parler. Et là, je vous remercie de me laisser la parole et de pouvoir expliquer parce que j'ai pas pu m'exprimer lors de cette conférence de presse, parce que c'est important. On donne
des informations au public, mais aussi à certains avocats, et j'en ai rencontré la semaine dernière, qui sont en train de monter des dossiers. Ça va leur permettre aussi de conforter leur procès, parce que c'est très difficile, et je l'ai vu la semaine dernière en étant allé à Aix-en-Provence en voyant des victimes. Déjà très difficile de faire reconnaître qu'il y a un lien d'effets secondaires et de vaccins. Oui, la corrélation. Et puis après, c'est très difficile. Et puis pour dire que la réponse de l'EMA en termes de sécurité, ça c'est un argument très important pour eux qui sont en train de monter les dossiers, donc les avocats. Ils disent en fait que même si on est à la 5e dose ou la 4e, ils s'appuient sur les études cliniques. En plus, on sait très bien la valeur de ces études cliniques quand ils ont autorisé la mise sur le marché du premier vaccin. Donc, vous vous rendez compte, ils s'appuient sur des études qui, en plus, on l'a bien vu, n'étaient pas probantes. Et donc, en fait, qui ont 3 ans, donc ils ne redemandent pas de nouvelles études, donc c'est quand même assez grave. Et après, encore une fois, tout ce qui concerne la sécurité, notamment le lien avec les effets secondaires, là aussi, ils disent que pour l'instant, il n'y a pas le bénéfice est toujours plus important que le risque. Virginie Geron, on va se retrouver après une toute petite pause et on va parler de la Pologne, parce que vous êtes intervenu par rapport à la Pologne et Pfizer, c'est très intéressant aussi. À tout de suite. Merci. Merci. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'essaie d'imiter Ursula von der Leyen en train de se laver les mains et chantant l'hymne à la joie. Non mais c'est pas possible. Ursula von der Leyen est inimitable. Voilà, magnifique. Virginie Geron, vous avez parlé de... Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Pologne et les médicaments ? Apparemment, comme Sganarelle dans Molière, de Don Juan de Molière disait « mes gages », Pfizer est pas du tout contente avec la Pologne, et puis les autres aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que Pfizer, qui s'était entendu à écouler un stock de doses jusqu'en 2027, auprès des différents États membres via la Commission, elle veut que les contrats soient respectés et demande à ce que la Pologne continue à commander des vaccins, parce que l'originalité de l'organisation de cette stratégie vaccinale qui a été choisie par la Commission, c'est qu'elle a commandé au nom des États membres en 2021 un stock de vaccins à venir. Et donc, c'était jusqu'à 4,6 milliards de doses. Le gagnant, vous le savez tous, c'est Pfizer avec 2,4 milliards de doses, et qui engageait les États, à pouvoir, se fournir auprès des laboratoires. Et c'était la Commission qui avait organisé et surtout négocié avec notamment la problématique de ce contrat d'achat Madame van der Leyen a effectué par SMS directement auprès du directeur Monsieur Bourla. Et ça, effectivement, nous l'avions critiqué, et c'est toujours dans les tuyaux, puisque vous savez qu'il y a des procès en cours, notamment pour la demande de la transmission de ces SMS, et que c'est un procès qui a été... il y en a plusieurs, on aura les résultats début 2024. Donc, d'un côté, il y a ça, il y a aussi leur demande d'ouverture d'enquête auprès du procureur européen. Là aussi, nous attendons aussi l'évolution de cette enquête. Et donc, on a en parallèle les laboratoires Pfizer-BioNTech qui, eux, considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout de la mise en place des négociations. Bien sûr. Qu'il y ait vaccin, qu'il y ait crise, qu'il y ait Covid ou pas, ils veulent absolument écouler leur dose. Alors, des chiffres aussi sont là pour nous démontrer que la Pologne n'a plus du tout envie de se Donc la Pologne a manifesté, la Pologne, si j'ai bien compris, a manifesté son refus publiquement. Oui, tout à fait. Mais depuis un an, parce qu'on l'avait vu déjà lors de la commission spéciale Covid, où, rappelez-vous, normalement, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'ils nous avaient demandé de signer un papier pour ne pas parler de ce qui a été dit dans ces réunions à huis clos. Mais maintenant, parlons-en. Surtout qu'on nous a pas donné de délai quant à la discrétion de ces propos. Et déjà à l'époque, lors de ces réunions à huis clos, ils évoquaient la problématique de certains États membres qui voulaient ne plus se fournir
auprès de déjà, il y a un an déjà, c'est ça. Il y a déjà un an, et qu'il y avait d'autres pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, parce qu'ils considéraient qu'il y avait effectivement, dès le départ, un problème de commande. Donc, ils ne voulaient plus, ils disent, ça suffit comme ça, quoi. Voilà, ils voulaient rompre, résilier le contrat, mais vu ce que la Commission a mis en place, ça les engage, effectivement, juridiquement, à continuer à commander. Donc, on a un problème, et ça avait été soulevé dans le rapport de la Cour des comptes, qu'il y avait un problème d'incompétence. Et c'est vrai que maintenant, la Pologne, et puis en plus, il y a un contexte particulier, puisque eux, ils jouaient aussi sur la crise en Ukraine avec les réfugiés. Ils ont plus de 2 millions de réfugiés à gérer. Et donc, ils essayent, c'est aussi un levier pour eux de négociation avec la Commission. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que d'un côté, on a un laboratoire qui, quoi qu'il en coûte, veut écouler ses doses, et J'aime puis beaucoup, la commission. Quoi qu'il en coûte, Virginie Geron, c'est très bien. D'utiliser un terme que nous adorons ici. Nous adorons, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, ce que nous avions appris lors de ces auditions, c'est que ils étaient prêts, Pfizer, à annuler la dose à moitié prix. Vous vous rendez compte? Donc, ils étaient prêts à annuler. Non, mais c'est génial. Ils annulaient la dose. Vous dire, on vous la vend à moitié prix. Allez, on marchande un peu, là, tout va bien. C'est ça. Donc, attendez, mais c'était 20 € normalement le prix initial de la dose. Donc, ils nous la faisaient à 10 €, mais sans nous la donner. C'est incroyable. Mais écoutez, vous savez, non, excusez-moi, Parlement pour vous avez des petits bras. Vous n'aurez pas pu négocier à 5 € comme ça, c'est. Ouais, vraiment, là, franchement, non. Ce qui est incroyable, c'est que ce sont des institutions publiques, de l'argent public, que la Commission, sous prétexte de crise, s'est octroyé une compétence qu'elle n'a pas. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'elle va faire, parce que c'est quand même elle qui s'est engagée au nom des États membres. Si elle va aussi se joindre à l'Union, à la Pologne, pour essayer un petit peu de négocier avec ce laboratoire, qui lui a qu'un objectif, et nous l'avons vu dans ces auditions, il a qu'un objectif, c'est financier. C'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, c'est effectivement écouler ses doses, et maintenant on va le voir avec ce procès si Virginie Geron, je vous trouve très sévère. Je pense qu'ils ont un objectif humaniste également. Non, là vous exagérez un peu. Oui, vraiment, non, mais sérieusement, ce qui est étonnant, c'est que pour le moment, d'abord, les contrats européens. Honnêtement, les contrats, je parle des contrats avec les États, etc., faits par la Commission européenne, qui ont été jusqu'à présent montrés à moitié, biffés, tout ça, on en a parlé suffisamment. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, Virginie Geron, est-ce que vous, députée européenne, du groupe Identité Démocratie, est-ce que vous avez vu un contrat, je parle pas d'Afrique du Sud, je parle pas du Canada, est-ce que vous avez vu un contrat avec les pays d'Europe, notamment la France, complet, tout avec tous les alinéas, etc., ou pas? Alors moi j'ai vu le contrat de la Commission avec les laboratoires, effectivement, sans qu'il y ait des clauses cachées. Mais par contre, les contrats d'États membres au laboratoire directement, je n'en ai pas vu. D'accord. Et c'est vrai que dans les statistiques de l'ECDC, on voit que la France est très généreuse dans l'achat des vaccins. Donc là, on vient de voir un comparatif. Par exemple, l'Allemagne, pour la 5e dose, est beaucoup moins généreuse. 1,1 million de commandes, alors que la France, là, pour la 5e dose, elle a commandé, on a calculé par dose 3,8. Donc beaucoup plus généreuse que les autres États membres. Mais Charles de Gaulle le disait déjà, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France. Voilà. Donc, mais c'est vrai que nous n'avons pas accès à ces contrats. Et c'est bien regrettable. C'est regrettable. Merci beaucoup Virginie Geron, députée européenne, je le rappelle, et on va suivre tout cela bien sûr parce que c'est loin d'être fini comme on sait. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Serge Gainsbourg, du jazz dans le ravin, et oui, c'est toi qui conduis au moins, et vous voyez, c'était des accidents à la fin parce qu'ils conduisaient vite et ils écoutaient du jazz et tout ça. Eh bien, écoutez, soyez heureux, alléluia, alléluia, nous sommes sauvés. La vitesse sur le périphérique à Paris va être abaissée à 50 km/h après les JO. 50 km/h, tous les taxis qu'on prend et tout le monde, 50 km/h. Oui, l'annonce a été faite la semaine dernière, le nouveau plan climat de la ville de Paris, parce que c'est évidemment au nom de la pollution, évidemment. Alors, transformation du périphérique avec une voie dédiée au covoiturage, bien sûr, très bien, et abaissement de la vitesse après les JO. Voilà. Donc, voilà, ça a été fait. Comprenez...
Et alors, c'est magnifique, ça. Et là, j'aurais aimé, c'est vrai, Thibault, on n'a pas eu le temps, mais mettre une musique dramatique. Écoutez ce que disait Dan Lert. Comment accepter que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines, que sont le périphérique, suffoquent à coups de crise d'asthme, en particulier dans les quartiers populaires dans Paris? Mais oui, mais c'est vrai. Mais écoutez, je ne comprends pas Dan Lert, franchement. 50 km, mais c'est trop. Non, il faut arriver à 30 km. Moi, je dirais plus, voilà, 20 km. Oui, il faut, au nom de la pollution, au nom du CO2, au nom d'enfin respirer, que les voitures ne roulent pas plus vite que 20 km à l'heure, comme ça sur le périphérique. Et dans Paris, 10 km à l'heure, 5 km à l'heure. Avançons avec la vitesse des 1000 pattes. Soyons tous des tortues de terre. Soyons comme ça, limitons la vitesse, limitons. Et allons vraiment tranquillement, comme ça. Demain à 1 km/h, toutes les voitures, et tout ira pour le mieux dans une ville transformée en ville-musée, où les Coréens et les Chinois nous lanceront des cacahuètes pour qu'on leur récite du Baudelaire. Voilà l'avenir de la France, vu par la mairie de Paris. Du tranquille. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La cause des femmes, elle mérite d'être évidemment défendue très fort et très haut. Mais quelquefois, dans certains mouvements féministes, on a quand même des deux poids et des mesures, des indignations à géométrie très variables, qui peuvent peut-être, en tout cas, poser question. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Immense, ça passe crème. Il s'est passé quelque chose de très intéressant samedi, donc avant-hier. Il y avait donc la grande manifestation féministe organisée par le collectif Nous Toutes. Voilà, 850 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou par leur ex depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. 850 femmes, c'est énorme. On sait qu'une femme est violée en France toutes les 7 minutes. Plus d'une centaine de femmes meurent chaque année sous les coups de leurs compagnons. 100% des femmes ou presque ont déjà été harcelées. Donc la cause des femmes, oui, elle est sérieuse. Et alors, il y a un collectif, un groupe, le groupe Némésis, que certains, beaucoup, d'autres le considèrent comme à droite, très à droite, d'autres le considèrent comme sulfureux, mais ils font, eux, ce qu'on appelle des actions, je dirais symboliques, mais très représentatives de l'état des lieux. Il y a un an, elles étaient arrivées à une manifestation avec un niqab. Pas de problème, pas de réaction, etc. Là-dessus, aucune réaction. Et effectivement, cette année, ils se sont dit, on va provoquer. On va voir, on provoquait, donc elles étaient venues avec des masques. Et elles ont mis des slogans, je dois dire, donc au sein de la manifestation des féministes, il y avait un monde fou, elles étaient quelques-unes, et les pancartes, c'était par exemple ceci: à bas les flics, les blancs et les fachos. Donc, à bas les flics, les blancs et les fachos. Aucun racisme là-dedans. C'est passé crème. Les gens regardaient, je dis pas qu'ils applaudissaient, mais on vient regarder avec une espèce de bienveillance. Dans un mouvement féministe, antiraciste, en principe. Non, mais alors, il y a racisme et racisme, comme vous le savez. Il y a certaines personnes racisées sur lesquelles il faut évidemment pas toucher, parce que sinon, vous êtes à la droite d'Adolf Hitler, et pour le reste, eh bien, ça passe crème. Il y avait aussi, par exemple, une pancarte, chez les photos, là, je pourrais vous les montrer, mais à l'image, ça ne donne rien. Si tu es blanc, tu es problématique. Voilà. Elles se sont baladées, donc, dans Paris, à la manifestation MeToo, avec si tu es blanc, tu es problématique. Je ne sais pas si ça parle ou ça ne parle pas, mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'autres féministes sont venus pour parler aussi de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, et avec un certain nombre, on peut dire, de viols, de tabassage et de massacres, etc. Et elles ont été refoulées parce que c'est pas le problème. Alors, on comprend pas très bien, tout est le problème, qu'une femme, qu'elle soit arabe, qu'elle soit noire, se fait violer, tabasser, violenter, fouetter, etc.,
eh bien c'est aussi important, même peut-être plus important, en tout cas aussi important qu'une femme blanche qui se fait harceler, violer ou autre. Non. Apparemment, il y a, voilà, comme toujours, dans ces manifestations, comme on l'a vu dans la Drôme, comme on l'a vu à Romans-sur-Isère, il y a 2 points de mesure. C'est extraordinaire, la bonne conscience. La bonne conscience ne fonctionne qu'à géométrie variable. On le voit, et c'est assez triste. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui avec Jean-Philippe de Garat, ancien avocat et magistrat et auteur de ce livre « Un monde perdu », c'est aux éditions Le Lys Bleu. Jean-Philippe de Garat, bonjour. Bonjour André Berkov. Écoutez, on est heureux de vous accueillir, on vous a déjà accueilli ici, vous êtes aussi écrivain, essayiste, vous avez écrit beaucoup de romans, et ce dernier, Un monde perdu, donc aux éditions du Lys Bleu, et vous dites ceci, et on l'explique quand on ouvre ce livre que je vous recommande, auditeurs, résidents de Sud Radio, c'est un roman, mais c'est un roman qui parle de faits réels et de quelque chose qui nous occupe beaucoup. Mais vous avez dit ceci. De bons amis m'ont demandé pourquoi écrire un tel ouvrage. La cause est très simple. Entre autres, j'ai exercé les fonctions de juge correctionnel à Meaux de 1995 à 2010. Alors, en quoi cela vous a incité, même plus que ça, exigé que vous écrivez un tel ouvrage ? André Berkov, 9 janvier 2003, enlèvement d'Estelle. Estelle Mouzin. Vous savez, vous le savez bien, l'État a toujours raison dans ce pays, surtout quand il a tort, par manque d'esprit pratique. L'enlèvement, c'est un crime qui va être suivi de 2 autres, le viol et l'assassinat. Et donc, pour empêcher, pour endiguer cette spirale, il faut aller très vite, être pratique, avoir une méthode, être opérationnel. Les policiers distinguent ce qu'on appelle les rapts propres, et je vais prendre volontairement des exemples historiques un peu lointains pour prendre de la distance. Le premier exemple en étant Éric Peugeot, en 1960, enlevé, rendu à ses parents après le versement d'une rançon dans le 17e arrondissement de Paris. Et l'enlèvement sale, c'est le cas en 1964 d'un petit garçon de 10 ans, je rappelle qu'Estelle a 9 ans, Luc Taron, par Lucien Léger, au métro Villiers dans le 17e arrondissement, par l'étrangleur. Pourquoi je vous parle du 17e arrondissement et des années 60 ? C'est parce que des enfants très proches de moi ont été enlevés dans le 17e arrondissement dans les années 60, et que c'est la réaction immédiate des proches et un peu de chance qui ont permis de faire échec à cet enlèvement. Le moins que je puisse en dire, c'est qu'avant d'exercer les fonctions que j'ai exercées, j'étais sensibilisé à ces choses. Dans les années 60, André Berkov, la police à Paris était partout. Il y avait des bornes d'appel, des commissariats de quartier ouverts 24 heures sur 24, 365 jours. Dans les années 60. Dans les années 60. Des motards à pied, en voiture, des contrôles. Mais surtout, on oublie toujours les détails, on oublie toujours l'esprit pratique. Les vitres teintées étaient interdites. Les fourgons, les camionnettes étaient systématiquement ouvertes par la police. Vous ouvriez vos portes. Alors, j'ai le souvenir personnel d'avoir vu ouvrir ces portes de, vous savez, ces berlingots style Louis la Brocante de ces années-là. Il y avait des concierges, les gens étaient réactifs dans la rue. Alors, les juristes sont bien gentils, avec leur cadre légal, avec l'interdiction de ceci, cela, mais le premier droit, c'est le droit à la vie. Évidemment. Et dans les années 90, à Arlington, au Texas, une petite fille de 9 ans, Amber, a été enlevée et assassinée. Les Américains ont tous les défauts de la terre, mais ils ont l'esprit pratique et ils se sont aperçus que c'était bien joli, la police, le shérif, le FBI, les pompiers, la garde nationale, les hélicoptères, les hommes grenouilles, les barrages sur les routes, mais qu'on avait oublié l'essentiel qui était le temps. Le temps, il faut arrêter, figer le temps pour éviter qu'on passe de l'enlèvement aux 2 crimes qui vont suivre.
on arrête tout. On ne travaille plus. On bloque la zone, une large zone, et on ouvre toutes les portes. Toutes les portes des voitures, toutes les portes portes des maisons. Des maisons, bien sûr. Toutes les portes des écoles, des églises, de tous les lieux. Et Amber Alert, qui a été donc, Amber c'est le prénom de cette petite Texane, a été transposé par Nicole Gage en 2005. C'est un ministre qui n'a pas fait long feu, elle est restée je crois 1 an. Il y a des ministres qui restent très longtemps et qui ne font rien, il y a des ministres qui passent assez rapidement et qui font quelque chose. Amber Alert a été transposé en France, 2005, Estelle a été enlevée en 2003. Et pour qu'Amber Alert soit mis en place, il faut 4 conditions. La première, c'est que la personne enlevée soit un mineur. En réalité, ce sont des enfants. Oui. En second lieu, que l'enlèvement soit, révélé. L'enfant n'est pas aux urgences de pédiatrie ou chez ses copains. La troisième condition, c'est que l'enlèvement doit impliquer un risque de mort immédiat, ce qui exclut la quasi-unanimité de ces enlèvements entre parents lors des procédures de divorce. On appelle ça des enlèvements. En réalité, l'enfant est chez le père ou la mère. Et surtout, l'enlèvement doit donc impliquer ce risque de mort, mais la zone géographique et le type de véhicule doit être déterminé. Et j'en reviens à cet aspect pratique, c'est que on ne peut pas ouvrir les véhicules comme ça. Dans le cas d'Estelle, on va y revenir. On va en parler du cas d'Estelle, on va en parler, vous avez exposé la chose. On va prendre une petite pause et on va entrer dans le vif du sujet. Estelle Mouzin, Monique Olivier et Jean-Marc Fourniret. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la justice aussi dans tous ses états. Et on en parle parce que demain, à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, commence le procès de Monique Olivier. Qui est Monique Olivier? C'est l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret. Elle est jugée devant la cour d'assises à partir de demain pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et aussi dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parish en 1990. On va en parler et on va surtout parler d'Estelle Mouzin, qui avait 9 ans lorsqu'elle a disparu sur le chemin qui l'a mené de son école au domicile familial le 9 janvier 2003. Donc il y a un peu plus de 20 ans, dans la petite ville de Guermantes, en Seine-et-Marne. Alors, justement, et je rappelle simplement que l'ancien mari de Monique Olivier, le tueur en série Michel Fourniret, avait reconnu être l'auteur de son assassinat. Il est décédé en prison en mai 2021, et donc c'est Monique Olivier, son ex-épouse, qui va être effectivement présente et jugée pour complicité. Alors, Jean-Philippe de Garat, en quoi cette histoire, en quoi vous êtes, vous, à propos de vos fonctions, de présent en fonction, être attaché à cette histoire? J'étais magistrat à Meaux entre 1995 et 2010, et l'enlèvement ayant lieu à Guermantes le jeudi 9 janvier 2003, je l'ai appris le lundi suivant, le 13 janvier. Ça a commencé par l'affaire de Guermantes. Et je voudrais dire ici quelque chose qui peut paraître un peu décalé, mais que j'ai ressenti très profondément. Guermantes, c'est un village, c'est pas une ville, c'est un village tout en longueur, avec de larges pelouses. Combien d'habitants à peu près? Je ne pourrais vous dire, parce que c'est dans la conurbation de Bussy-Saint-Georges, et maintenant, j'allais dire, pris dans la grande, banlieue de Mickey, de Disney, du RER A. Donc c'est... Guermantes, avant, était plutôt dirigé vers Meaux, mais le fait de ces transports en commun ont dirigé donc les cadres. D'accord, revenons à... Alors revenons à Guermantes. Oui. Guermantes, donc c'est un village en longueur, avec un château, un golf, c'est assez résidentiel. Et tout de même, nous ne sommes pas n'importe où.
nous sommes en France. Guermantes, ce n'est pas n'importe quel nom. Et ce que je vais dire va peut-être paraître décalé, mais Marcel Proust, La recherche du temps perdu, le côté de Guermantes. Je cite, « Et le nom de Guermantes d'alors est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé l'oxygène. » J'ai eu la première sensation qui était la mienne, était celle d'une profanation. Et c'est un mot que je vais employer à plusieurs reprises dans cette affaire, parce qu'on a non seulement profané un enfant, on a non seulement profané son environnement, mais on a marqué à jamais un village. Guermantes ne sera plus jamais le Guermantes de Proust. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel collègue avait employé cette expression, la princesse de Guermantes, en parlant d'Estelle. Alors donc, vous apprenez cela, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été vécu, c'était il y a 20 ans maintenant, et comment vous, magistrat, est-ce que vous avez été impliqué et comment dans cette affaire ? Je présidais, où j'étais l'assesseur d'audience correctionnelle avec des assesseurs qui étaient des juges d'instruction. J'ai vu, parce qu'il y a eu une grande litanie de juges d'instruction, je ne sais plus, je crois 7. Et j'ai vu tout ce à quoi nous avons assisté. La destruction en 2008 d'un restaurant asiatique qui a coûté 300 000 € de remise en état pour l'État, parce que le juge d'instruction avait entendu dire qu'il avait sous la plaque de béton des restes humains. On en était là. C'est avéré complètement... Mais c'était des os de poulet, de cheval, enfin de mouton. Ouais. Ce que je veux dire par tout là... le monde cherchait partout, etc. La sensation que j'en garde, c'est celle d'une perdition. La police, elle, est intervenue assez vite, mais c'est le SRPJ de Versailles, nous sommes à Meaux, c'est pas la porte à côté. Quand je dis que l'État n'a pas de sens pratique, un SRPJ à Versailles avec une antenne à Meaux, ce n'est pas franchement une très bonne organisation. Mais il y a eu toutes sortes de choses. Par exemple, le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui tous les ans a organisé une réunion à la mairie de Guermantes pour sensibiliser et pour que cette affaire ne soit pas... Et il y avait les photos partout, les photos d'Estelle Mouzin partout. Il y avait dans la gare de l'Est, dans la gare de Meaux, etc. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, nous savons que tout ça était trop tard. Nous savons, et on va en parler dans le détail ensuite, le rôle de Monique Olivier dans cet assassinat. La police, mais je le raconte dans ce livre parce que il y a des choses qui paraissent dépasser l'entendement, a été extraordinairement précise, mais le juge d'instruction a demandé à la partie civile, je dis bien la partie civile, de payer la numérisation des 70 tomes. Ce n'est pas, je suis désolé, on consacre beaucoup d'argent pour notre pôle financier, c'est très important de faire condamner le député du Schmoll ou le président Bismuth, mais c'est peut-être plus important de retrouver nos enfants. On peut peut-être consacrer un peu d'argent pour ces affaires. Or là, la numérisation du dossier n'a pas été faite. Et de toutes les façons, la meilleure preuve de ce que je vous dis, puis je vais ajouter un dernier point ensuite. La meilleure preuve, c'est que ce dossier a été délocalisé de Meaux à Paris. On a retiré ce dossier au juge d'instruction parce que les choses n'avançaient pas. Et juste aussi aujourd'hui, je passe Estelle Mouzin, on sait exactement quand elle est morte. Alors, c'est la grande question qui sera posée à Monique Olivier. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le procès qui va s'ouvrir et qui aura 3 semaines pour faire la lumière. Je voudrais juste dire la chose... Attendez, je voudrais juste dire une chose sur la police. La police a fait un travail remarquable. Elle n'a pas toujours été écoutée. D'accord. La deuxième chose, c'est que dans ce roman, je parle d'un policier qui en est allé jusqu'à consulter des sorcières vaudou. Pour vous dire à quel point à la fois il y avait les méthodes que l'on connaît de la police, mais qu'on nageait dans un océan d'incertitude. Et puis je voudrais revenir maintenant à ce que vous disiez précisément sur cette affaire.
il y a ce qu'on pourrait appeler un esprit provincial dans les recherches. Je n'ai rien contre la province, mais le fait que Fourniret soit ardennais l'a exclu pendant longtemps des recherches qui ont été opérées à Nantes ou dans la région des Mille-Jean. Pourquoi ça l'a exclu ? Mais parce qu'on considérait que ce crime était un crime régional et que le prédateur devait être soit à Paris, soit à Meaux. En tout cas, on n'imaginait pas un Ardennais qui fasse de tels repérages en Seine-et-Marne, car on sait qu'il y a eu des repérages. Et on sait aussi qu'il y a même une dénonciation de j'en reviens toujours à cet aspect pratique, de ce fourgon sans vitre que Fourniret utilisait. Ouais. Et donc, Fourniret a été longtemps hors de cause, mais encore une fois, je vous avais posé la question, est-ce qu'on sait elle a été enlevée en 2003, on se rappelle. Elle a été enlevée le jeudi 9 janvier 2003 à Guermantes vers 18h30, 19h. Oui. Sa grande sœur l'attendait, ne l'a pas vue venir. Et alors, elle a été tuée, est-ce qu'on sait quand elle a été tuée ? Elle a été enlevée par Fourniret et conduite dans les Ardennes, vivante. Et la chose la plus importante, pour moi, c'est le seul point qui compte dans cette affaire, vu de l'extérieur, encore une fois. Oui, bien sûr. C'est que Monique Olivier a gardé cet enfant pendant un jour. Fourniret n'était pas là le vendredi 10 janvier 2003. Et on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas à moi d'accabler, vraiment, ce n'est pas dans ma psychologie ni dans mes habitudes de frapper les gens à terre. Mais cette femme, elle a plus de 70 ans, elle a eu 3 enfants. 3 garçons, dont aucun, à notre connaissance, n'a été violenté, ni aucun n'a été tué. Et la question qui, pour moi, résume tout, est-elle restée dans les Ardennes sous la garde de cette femme pendant un jour pendant lequel, c'est long un jour, on en revient toujours à cette notion du temps. Mais elle a été, je vous répète la question, mais peut-être que vous ne savez pas, est-ce qu'on sait quand elle a été assassinée ? Alors, de ce que l'on peut savoir, Fourniret n'était pas là le 10 janvier. Donc elle n'a pas été assassinée le 9, ni dans la journée du 10, puisqu'elle était sous celle qui était comme une gardienne de l'enfer, puisqu'elle savait le sort que cette petite fille allait subir. Elle était complice, ça. Non, je n'aime pas. Je pense pas que le terme soit adapté. Juridiquement, c'est un co-auteur. C'est un co-auteur. Mais on va continuer, Jean-Philippe de Garat, on a le temps. Mais est-ce que, je répète encore une fois ma question, est-ce qu'on sait, on ne sait pas, c'est peut-être le procès qui le montrera, on sait quand on lui a ôté la vie, disons cela comme ça. Je ne le sais pas. D'accord. En tout cas, elle était vivante le 10. D'accord. Donc il y a eu après, alors on va en parler, et je voudrais justement, parce que votre roman le raconte, à votre ami, vous avez fait un roman, parce que vous avez beaucoup parlé de cela, et c'est très bien, donc je rappelle Le Monde perdu. On va en parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, parce que l'affaire Mouzin a enflammé toute la France, et évidemment, et pour cause, et à raison. On va en parler tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'enlèvement d'Estelle Mouzin et là son assassinat ensuite. Jean-Philippe de Garat, vous racontez dans votre livre, mais je voudrais rappeler aux auditeurs, parce que tout le monde entend parler de cette horrible affaire, mais comment ça s'est passé en fait ? Elle avait donc justement Estelle Mouzin, la petite Estelle Mouzin, elle était seule à ce moment-là. Comment Fourniret a pu l'enlever ? Fourniret a fait des repérages. Et la deuxième chose, c'est que nous étions au mois de janvier, il faisait nuit. Elle rentre à 18h30 de l'école, elle est accompagnée d'une amie, elle passe devant la boulangerie, son amie rejoint son propre domicile, et elle a quelques centaines de mètres à peine.
Nous sommes à Guermantes, c'est un village très allongé, avec des grandes étendues herbeuses, avec des arbres. Nous sommes en hiver, et donc elle est seule pendant quelques centaines de mètres. Et ça suffit. Et d'ailleurs, Éric Mouzin en voudra beaucoup à l'institution de ne pas avoir relevé, parce qu'il y en a des détritis de je ne sais quoi, comment dit-on, de nourriture ou de genre de choses qui n'ont pas été, qui ont été perdues ou qui n'ont pas été prélevées. Il y a beaucoup de ce genre de choses dans le dossier. On a oublié, on n'a pas fait. Oui, et donc voilà, et ça s'est passé, comme vous dites, quelques centaines de mètres suffit, quelques secondes suffisent pour faire cela. Et quelle a été, juste après, donc on apprend la disparition d'Estelle Mouzin, et pendant des mois et des mois et des mois, effectivement, son portrait s'affichait partout. On le voyait à la télévision, on le voyait sur les murs, même pas seulement de Guermantes, mais à Paris, partout, dans toute la France, etc. Et c'était quelque chose auquel, à ce moment-là, les gens voyaient ça et puis ils se disaient, voilà. Et vous avez assisté aux réunions de famille des Mouzins à ce moment-là ou pas? J'ai assisté à 2 reprises aux assemblées générales de l'association à Guermantes, qui était présidée par le père, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas foule à la mairie de Guermantes. D'accord. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que dans le flot des affaires, parce que l'administration judiciaire s'occupe de tout, bien sûr. Elle n'a pas un grand sens des priorités, je le dis. Alors, il faut être juste. Le parquet, le procureur de Meaux, dès le lendemain, a ouvert requis l'ouverture d'une information judiciaire pour séquestration, enlèvement et séquestration. Mais le SRPJ, je vous dis, arrive de Versailles. Je voudrais rappeler, pour que les choses paraissent bien justes dans l'esprit des auditeurs, comment les magistrats peuvent appréhender ce genre de choses. Oui. La première chose, c'est qu'il y a 30 000 disparitions par an en France. Il y en a 25 000 qui sont volontaires, sont les gens surendettés ou qui veulent quitter qui disparaissent volontairement. Qui disparaissent. Ce qui veut dire qu'il y en a 5 000 involontaires. Alors, parmi les 5 000 involontaires, il y a beaucoup d'accidents. L'exemple type qu'on donne toujours, c'est l'infirmière entre 2 patients dans le Massif central qui a disparu comme ça, avec son véhicule, et on a retrouvé le véhicule dans un étang 10 ans plus tard. Mais il y a tout de même un chiffre noir. Et dans mon livre, je parle d'un phénomène qui m'a toujours stupéfait. Les maternités. Vous entrez dans les maternités comme dans un moulin. Ouais. J'ai eu des enfants, je suis allé voir des amis ou des cousines qui avaient des enfants. Il y a beaucoup d'affaires dans les maternités. Et ça date pas d'aujourd'hui. Les enlèvements, les substitutions d'enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un chiffre noir, des boîtes de nuit, des soirées chez les amis, des mauvaises rencontres dans les parkings, et que donc, pour les magistrats, l'histoire d'Estelle était à la fois un peu atypique, mais elle rentre, si vous voulez, dans le flot. Oui. Et oui, donc on s'y intéresse, mais il y a toutes les autres affaires qui sont là. Et on s'y intéresse parce que le père résiste. La grande différence dans cette affaire, j'ai entendu des horreurs. Alors je vais les dire, mais elles seront entendues ou pas. Lorsque le portrait robot du kidnappeur a été affiché, j'ai entendu « Ah, on dirait le père d'Estelle ». Donc, pour vous dire, on entend... Mais n'importe quoi. Voilà. Toujours, oui. Et je n'ai pas entendu ça au Café du Commerce. Ouais, je comprends. Donc, tout cela, pour vous dire, c'est un flot, et on ne peut pas, j'en reviens à ce que je disais en introduction, on ne peut pas faire échec à un enlèvement si toute la population n'est pas présente. Si tout le monde se mobilise pas, quoi, c'est ça. Et que l'on fait en Bertin-Alert, pas seulement avec les pompiers, les gendarmes, etc., avec toute la population. Oui, mais enfin, on peut vous répondre, pardon, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais si on pouvait répondre, oui, mais tout le monde a un métier, des occupations, etc. Mais il faut savoir quelles sont les priorités. Ouais.
Il est important de servir un boc de bière à un client lorsqu'on est garçon de café. Il est peut-être plus important d'arrêter son activité, de concourir à ce qu'un enfant puisse vivre. Il me semble tout de même que dans ce pays, c'est la première des richesses. Quand on voit en plus la pyramide des âges dans notre pays, il serait peut-être temps de protéger nos enfants. Certes. Non, mais vous avez... Je crois que là-dessus, personne vous donnera tort, Jean-Philippe de Garat. Mais alors, continuons. Quand est-ce que juste pour rappeler l'histoire, parce que c'est important, et puis on va déboucher sur d'autres... on va élargir le champ, bien sûr, mais quand est-ce que les gens ont commencé, que les soupçons ont commencé à converger sur Fourniret? Fourniret a été arrêté, non pas parce que Monique Olivier l'a dénoncé, non pas parce que la police française l'a arrêté, mais parce qu'une jeune fille de 12 ans, dont le nom m'échappe, Marie-Angélique ou un nom approchant, en Belgique, a réussi à lui échapper, s'est fait, prendre en stop par une dame qui a fait un demi-tour et qui a rencontré par hasard le véhicule de Fourniret. Il a été donc à ce moment-là interpellé et arrêté en Belgique, puis extradé en 2006. C'est en 2006, ça. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que Fourniret, quand on parle de Monique Olivier, il était en prison pour les affaires de mœurs en 87, lorsqu'elle lui a écrit et qu'elle l'a épousé, et que les crimes ont commencé ensuite. Nous sommes en 2003. Et donc pour vous, Monique Olivier, sans faire, on ne va pas devancer le procès, mais quand même, vous, quand je vous ai dit complice, vous dites non, vous dites elle est co-auteure. Mais je parle de profanation parce que c'est vraiment le mot qui me semble s'imposer. On a profané la vie d'un enfant, on a profané son entourage, on a profané un village, et le nom même d'Olivier, c'est un arbre de paix. Oui, on aurait envie de ricaner si on n'avait pas envie d'en pleurer. Vous avez raison, mais au fond, donc il se passe ceci. Je termine. Donc Fourniret est arrêté. Et quand est-ce qu'il avoue? Très tard. Non, tard. En réalité, il y a un alibi, mais alors, je ne vais pas faire le procès du procès. Non, mais... Monique Olivier dit qu'il a passé un coup de téléphone des Ardennes à son fils, et on tient cette chose pour acquise, très bien, et il faut qu'elle démonte cet argument pour qu'il avoue en 2020, il meurt en 2021. Il a avoué en 2020. Nous sommes en... Oui, les 17 ans après le crime. Absolument. Ça. Donc, voilà. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, parce que c'est un drame qui a touché tout le monde, et puis au-delà de ça, on va parler de la justice. À la veille donc du procès de Monique Olivier. Ouais, juste après cette petite pause, on prendra vos appels au 0826 300 300. On est toujours avec Jean-Philippe Garat, qui est notre invité de ce face-à-face aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sudation désenchantée, Mylène Farmer, les années 90. Jean-Philippe de Garat, vous avez intitulé votre roman « Un monde perdu ». Un monde perdu aux éditions du Lys Bleu. Pourquoi un monde perdu ? Mylène Farmer, c'était une génération désenchantée, mais quand vous perdez un enfant, vous perdez tout un monde. Et la seule solution, c'est de tourner le dos à ce monde. C'est l'histoire de ce roman d'un homme qui change tout, qui va d'ailleurs quitter son pays, etc. Et Éric Mouzin, lors de la dernière réunion de son association, a dit 20 ans, et il a maintenant 68 ans. Et il s'est battu pendant 20 ans, il a réussi, mais on a réussi jusqu'à un certain point, puisque quand je parlais de profanation, je rappelle tout de même que la dépouille d'Estelle n'a toujours pas été retrouvée. Ah oui, on ne sait toujours pas rien. Alors qu'il y a eu des fouilles et qu'il faut rendre hommage, là il faut être juste, il faut rendre hommage à l'avocate et au juge d'instruction parisien, qui ont été remarquables, mais trop tard. Enfin ça c'est terrible. Et jusqu'à aujourd'hui, et vous pensez que Monique Olivier... Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne suis pas dans la tête de cette femme. Je voudrais juste dire que lorsqu'on joue avec les portes de l'enfer, on s'expose à réouvrir d'un débat
Et je voudrais dire la chose suivante. Nous vivons dans un monde, nous ne sommes pas dans un bocal indépendant. La Hongrie, l'Italie, la Hollande, la peine de mort, de toutes les façons, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, va être un thème qui va ressurgir en France. Évident. Alors il y a déjà commencé d'ailleurs. Mais... Il y a des arguments contre l'erreur judiciaire, l'attractivité paradoxale. Jean Genet en parle très bien. Le condamné à mort en prison, il passe pour un dieu. Le fait que dans un État athée, on ne puisse infliger une peine qui est réservée à Dieu. Et puis surtout, l'argument fort, c'est que la mort n'est pas une peine. Tout le monde va mourir. Hein. Autour de cette table, nous allons tous mourir. Mais si on a 3 ans, tout le monde va mourir, mais on peut mourir plus ou moins tôt. Exactement. Plus ou moins tard. Et alors, quand vous regardez les arrêts des chambres ardentes ou des tribunaux ecclésiastiques, vous vous apercevez, dans le passé, que lorsque la peine de mort était infligée, c'était pas la mort qui était infligée. On disait, cette femme, cet homme a ouvert les portes de l'enfer. Et c'est exactement la sensation que l'on a dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il y avait un village paisible, avec une jeune fille qui avait une vie de collégienne, avec une maman, une sœur, et tout d'un coup quelqu'un arrive et elle concourt, c'est pour ça que la complicité, pour moi c'est la coaction, elle concourt à ouvrir les portes de l'enfer. Et donc, il faut être pratique. C'est quoi la Terre ? La Terre, c'est une surface de 13 km. On n'a jamais réussi à perforer davantage que 13 km. Et au centre, c'est quoi ? C'est du feu. Donc, ouvrir les portes de l'enfer lorsqu'on vit près d'un volcan, ça veut dire quelque chose. Et lorsque soit l'Église, soit l'État condamnait quelqu'un à la peine capitale, auparavant, c'était « on vous renvoie vers votre enfer ». Nous n'acceptons pas que les portes de l'enfer soient ouvertes sur Terre. Et alors, écoutez, quid, moi, une phrase qui m'a beaucoup frappé, effectivement, c'est l'écrivain Alphonse Karr. Alphonse Karr disait, dans les fin 19e, début du 20e siècle, qui disait, écoutez, moi, je suis contre la peine de mort à une seule condition, que messieurs les assassins commencent. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème qui est posé ? Parce que quand on dit oui, mais ça ne ramènera pas la personne qui est morte, oui, mais ceci, oui, mais c'est pas l'exemplarité, on va pas refaire le débat sur la peine de mort, encore que je compte l'organiser bientôt. Pourquoi ne pas parler de tout, y compris de ça, sur cette peine de mort et cette peine de vie ? Et vous, quelle est votre, je dirais pas conviction, votre parti là-dessus, Jean-Philippe de Garat ? Je vous ai dit, il y a plusieurs arguments contre, et ce qui me semble le plus important, c'est que ce n'est pas une peine. La connexion entre la mort et la peine me semble quelque chose... J'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence devant des étudiants en langue anglaise de toute nationalité, des Malais, des Canadiens, pour l'Institut d'économie scientifique et de gestion à Lille, Paris La Défense. Il y avait également une Texane. Et cette Texane a dit, elle avait 23 ans, je suis favorable à la peine de mort parce que je ne suis pas d'accord pour payer l'entretien et l'hôtellerie de quelqu'un qui a ouvert les portes de l'enfer aux États-Unis, in God we trust. Et donc, je ne veux pas l'entretenir. Bien sûr, pendant 40 ou 50 ans... Je rappelle que Lucien Léger est resté 40 ans en prison. Ouais. Non mais, donc... Personnellement, encore une fois, vous êtes pour que ce débat ait lieu. Le débat, de toutes les façons, la tendance lourde sur le plan politique auquel nous assistons, qu'on le veuille pas, il faut arrêter de prendre ses désirs pour des réalités, il faut voir la réalité en face. Je suis désolé, il y a eu un jeu de mots qui a été fait un jour sur Fourniret, Gilles de Rais. Gilles de Rais, oui. Le fameux seigneur qui a tué combien des milliers oui, on ne sait pas très bien. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'était un compagnon qui écrivait à Jeanne d'Arc. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne parle pas dans le cas de Fourniret, il y a de la pédocriminalité? Ben ça c'est évident. De toute façon, la commercialisation des corps, la commercialisation de tout, ce n'est pas un scoop. Le trafic d'organes, ce n'est pas un scoop. On ne veut voir... Le drame, c'est le nombrilisme, ce que j'appelle l'esprit provincial. On veut toujours résoudre les questions en oubliant que l'Afrique, l'Asie existent. Mais on ne peut pas s'en abstraire.
La Méditerranée, c'est pas très large. Les vols aériens sont assez importants. Les containers qui nous arrivent de Chine et d'ailleurs, ils arrivent par dizaines de milliers chaque jour. Donc il faut arrêter de se voiler la face et de penser, comme certains dans le centre de Paris, que tout se résout par les petits oiseaux et des plantes vertes. Et les ballons et les bouquets de fleurs. Exactement. Et les marches blanches. Et les marches blanches, c'est bien Proust, mais la princesse de Guermantes maintenant, c'est Estelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la chose qui est quand même terrible, c'est que est-ce que ce procès, en fait, ne va pas être pour rien, Jean-Philippe de Garat? Alors, parce que on sait tout maintenant, on le sait déjà. Qu'est-ce qui va être révélé dans ce procès? Je ne veux pas faire de la prédiction, ça n'a pas de sens, mais quand même, on sait tout ce qui s'est passé. Alors vous allez m'étonner moi-même, mais là je serai optimiste. Ah bon? Parce que on a un exemple dans l'histoire de la mode du Caire, où 3 semaines d'audience pour l'histoire de... Quelle histoire? La mode du Caire, c'était un petit garçon, une petite fille qui avait été violenté et tué par un homme qui avait mis en cause son compagnon. Et ce compagnon était Richard Roman, qui a été innocenté pendant les assises. Ah oui, la fameuse histoire, oui. De la mode du Caire. Quand vous parlez de pédocriminalité, on a en plein dans le sujet. Et donc, moi, je ne désespère pas des assises. Je pense d'ailleurs que c'est un lieu, il y a des jurés, on se demande d'ailleurs pourquoi il y a des magistrats professionnels lors du délibéré, mais ça c'est une autre question, mais il y a des jurés, il y a des Français... Qui appartiennent à la société civile, et qui diront, je l'espère, ce qu'ils ont à dire. Il faudrait tout de même que la justice soit rendue au peuple dans ce pays. Oui, ce ne serait peut-être pas nommé, et pas seulement par le ministère de la Justice, et par des gens uniquement nommés par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, pour l'instant, il s'occupe beaucoup de son ministre lui-même, j'ai l'impression. Oui, je crois. Je me suis laissé dire qu'effectivement, il était très occupé de ce point de vue-là. Mais pour revenir, en fait, à votre roman, à Un monde perdu, Jean-Philippe de Garat, à cette éternelle histoire, mais... C'est vrai, enfin, on ne voit pas parler, enfin, Dostoïevski, Crime et Châtiment, tout le monde en a parlé, c'est une histoire vieille comme l'humanité, hein. On va pas revenir à Abel et Caïn, mais est-ce que, au fond, est-ce que en supprimant la peine de mort, est-ce que j'allais pas le dire, la banalisation des esprits, n'exagérons pas, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dont la société s'est privée, à tort ou à raison? Effectivement, honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question, je suis pas violemment contre, je ne suis pas pour, mais je me pose des questions et je crois que je suis pas le seul. Je crois qu'il est très difficile d'être favorable à la peine de mort quand on est athée, parce qu'il n'y a pas de justice divine. Dans tous les pays, comme les États-Unis, in God we trust, c'est possible parce que si la justice humaine se trompe, il y aura une justice divine. Oui. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église a pu prononcer des peines de mort, qui encore une fois, je le rappelle, ne sont pas des peines de mort. On renvoie à l'enfer celui qui a ouvert les portes de l'enfer. Sauf quand il y a erreur judiciaire, et là c'est grave. Mais il peut y avoir erreur judiciaire, comme vous le savez. Erreur judiciaire, mais il y a un autre aspect des choses, et qui est un des arguments contre la peine de mort, c'est que Jean Genet l'écrit très bien dans certains de ses ouvrages, dont le nom m'échappe à l'instant, c'est que le condamné à mort en prison, vous savez qu'il y a un phénomène d'inversion, que les tueurs sont considérés, ou les gens qui ont fait des braquages sont considérés comme des héros, et donc il est divinisé en prison. Ça dépend. Le tueur en prison, celui qui est condamné à mort à l'époque de la peine de mort, oui. Pardon, Jean-Philippe Dugard, les tueurs d'enfants étaient non, mais pas maintenant. Vous parlez de l'époque. Oui. Lorsque les gens étaient condamnés à mort, et parce que l'exécution... Ah oui, ils devenaient, je comprends. Parce qu'ils sont dans une sorte de phase, ils sont déjà partis, en quelque sorte. Vous allez suivre le procès de Monique Olivier ? Suivre... pas aller à la chose. Non, je n'irai certainement pas, mais ce qui est important, c'est ce que diront les personnes qui y participent. Et par-delà ce procès, je crois que ça nous oblige à une réflexion sur ce que nous voulons dans cette société. Et la protection des enfants, on le voit ces dernières semaines, devient vraiment quelque chose de fondamental. On l'a vu avec le film Sound of Freedom,
qui était un film remarquable, enfin que j'ai vu et que nous avons beaucoup défendu. Jean-Philippe de Garat, merci. Je crois que, en tout cas, lisez ce livre, il vous ouvrira. Un monde perdu, publié aux éditions Le Lys Bleu. On va se retrouver demain, André Berkoff, à partir de midi. On sera en direct avec un agriculteur du Tarn qui nous parlera de tous les problèmes auxquels il est confronté en ce moment. Rendez-vous demain à partir de midi. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio qui vous parle pour pourquoi faut-il s'éviter de s'envoyer des sextos. À demain sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.